Bonjour, ceci est la leçon 18 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons quitté, à la fin de la leçon précédente, la situation au Liban, à la fin du mois de septembre 1982, après la mort de Béchir Gemayel, après les massacres de Sabra et Shatila, et après le retour d'une force internationale composée d'Américains, de Français et d'Italiens pour contrôler la ville de Beyrouth. À ce moment-là, les objectifs principaux de ceux qui avaient conçu l'invasion israélienne du Liban pour l'été 1982, ces objectifs sont devenus impossibles à atteindre. Les objectifs de Bachir Gemayel, qui étaient de faire un Liban, de rétablir l'indépendance du Liban en utilisant l'aide des Israéliens pour expulser l'armée syrienne du Liban, ces objectifs disparaissent avec lui-même, avec sa mort. Pour lui succéder, le Parlement libanais élit son frère, Amin Gemayel, qui n'a ni le savoir-faire de Bachir, ni le soutien réel dans une partie de la population libanaise. Et Amin sera très peu capable de poursuivre efficacement des objectifs politiques. Les objectifs très ambitieux de Sharon et peut-être d'autres dirigeants israéliens, eux aussi sont devenus à peu près impossibles à atteindre, d'abord parce que les Israéliens avaient besoin de Bachir Gemayel comme allié. Au cours de l'été 1982, les divergences entre les objectifs du dirigeant libanais et les objectifs des dirigeants israéliens apparaissent de plus en plus évidents, à tel point que, au moment de l'assassinat de Bachir, beaucoup de Libanais ont pensé que c'était les Israéliens qui avaient placé la bombe dans l'immeuble, pas qui a fait sauter l'immeuble dans lequel il se trouvait. Il y a eu des enquêtes de fait après coup. Il est beaucoup plus probable que c'était des agents syriens qui avaient posé cette bombe. Pour les objectifs politiques des Syriens au Liban, Bachir Gemayel était un obstacle encore plus qu'il l'était ou qu'il était en train de le devenir pour les Israéliens au cours de l'été 1982. La mort de Bachir Gemayel prive les Israéliens de leur allié le plus efficace, allié qui était peut-être en train de cesser d'être un véritable allié pour eux au moment où il est assassiné. Le deuxième élément qui conduit à l'abandon des objectifs les plus ambitieux des dirigeants israéliens, ce sont les massacres de Sabra et Shatila, qui amplifient l'opposition à la guerre dans une partie de la population israélienne, y compris une partie de l'armée israélienne, qui est tout à fait réticente à continuer à soutenir cette politique, et ça affaiblit politiquement, évidemment, Sharon lui-même. Une commission d'enquête israélienne sur les massacres de Sabra et Shatila remet un rapport au début de 1983. Ce rapport n'accuse pas les dirigeants israéliens d'avoir ordonné ou voulu les massacres. Il les accuse d'avoir ordonné l'entrée des miliciens libanais dans les camps et d'avoir s'est abstenu de réagir pendant plusieurs jours environ 2 jours, à la multiplication des messages qu'ils recevaient sur ce qui était en train de se passer dans les camps. Donc les dirigeants israéliens, si vous voulez, Sharon et certains généraux, sont accusés de complicité pendant et après le fait, dans le cas des massacres de Sabra et Shatila. Il y a des gens qui ont pensé que la responsabilité des Israéliens dans cette affaire était plus grave que ça. Même les conclusions de la commission d'enquête sont assez graves pour que certains généraux, certains militaires
au moins un général, sont obligés de quitter l'armée et pour que Sharon, le rapport demande que Sharon cesse d'être ministre de la Défense. Il démissionne effectivement de ce poste pour occuper un autre poste dans le gouvernement. Il ne quitte pas complètement le gouvernement, mais il occupe maintenant un poste moins important. Begin lui-même, le chef du gouvernement, va démissionner en septembre 1983 et il est remplacé à la tête du gouvernement par Shamir, qui était devenu peu de temps avant ministre des Affaires étrangères. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de cet homme qui est un des membres les plus radicaux du Likoud. Sharon a été remplacé au ministère de la Défense par un homme qui s'appelle Arens. Arens, c'est un civil, c'était un ingénieur travaillant dans le domaine de l'industrie d'armement. Ces deux hommes, Shamir et Arens, qui deviennent donc les deux dirigeants les plus importants d'Israël à la fin de l'année 1983, Shamir comme Premier ministre, Arens comme ministre de la Défense, étaient tous les deux des députés du Likoud en 1979 quand le Parlement israélien a voté sur le traité de paix avec l'Égypte. Et ce traité de paix a été adopté par le Parlement avec les votes de tous les députés travaillistes, de députés d'un certain nombre de partis, et seulement d'une partie des députés du Likoud. Il y a plusieurs députés du Likoud qui ont voté contre le traité de paix avec l'Égypte, qui est convenu par un gouvernement où le Likoud est le parti dominant. C'est le parti de Begin, le chef du gouvernement, le Likoud. Et Shamir et Arens, en 1979, avaient tous les deux voté contre le traité de paix avec l'Égypte. Donc le changement de dirigeant en Égypte, en Israël, au cours de l'année 1983, ça ne représente pas du tout un changement vers plus de modération de la politique israélienne, certainement pas. Ça représente sûrement un changement vers plus de prudence, pas l'abandon des objectifs les plus ambitieux qui étaient à l'origine de cette invasion du Liban au début de l'été 1982. Quelles sont les conséquences de l'invasion israélienne et de cette situation de la fin de l'année 82 au Liban lui-même? Alors, l'armée israélienne, elle reste aux portes de Beyrouth et puis elle recule progressivement, elle va évacuer. Ça va prendre 2 ans pour que l'occupation de l'armée israélienne au Liban devienne beaucoup plus limitée. Et les Américains de la force internationale accompagnent les Israéliens pour les inciter à se retirer d'une partie des territoires qu'ils ont occupés. Ces soldats américains, ils sont présents à Beyrouth et Reagan, qui est président des États-Unis à ce moment-là, Reagan a eu pendant l'été 1982 une attitude très critique envers la politique israélienne au Liban. Je pense qu'il avait raison, mais c'est surprenant. C'est surprenant de la part d'un président américain, d'un président républicain qui avait la réputation d'être quelqu'un d'assez agressif, qui a une position plus critique envers Israël que celle à laquelle on pouvait s'attendre. Et les Américains au Liban vont conseiller Amin Gemayel, devenu président, et vont tenter d'aider à la reconstruction d'une armée libanaise qui soit capable de contrôler au moins une partie du territoire du Liban et, dans l'idéal, qui serait capable de contrôler de nouveau l'ensemble du territoire du pays et d'en assurer l'indépendance. Je vais revenir dans 2 minutes sur la politique américaine au Liban en 1983. L'armée syrienne, qui a reculé prudemment face à l'armée israélienne au début de l'été, elle est toujours présente dans une part très importante du pays, tout le nord et une partie de l'est du pays. Elle a
elle évite d'affronter les Israéliens et les Américains. Assad, le président syrien, qui est un homme prudent et calculateur, attend son heure pour retrouver la position dominante au Liban qu'occupait l'armée syrienne avant l'invasion israélienne. Arafat et les dirigeants ou les combattants de l'OLP qui ont été évacués de Beyrouth au début du mois de septembre sous la protection de la mission internationale, la première intervention de la force internationale à Beyrouth pour favoriser le départ, ou pour contrôler et superviser le départ des forces de l'OLP. Arafat est allé à Tripoli, dans le nord du Liban, dans un territoire où est présente l'armée syrienne, qui est très loin de l'endroit où interviennent les Israéliens et les Américains. En 1983, Arafat va être expulsé de Tripoli par les Syriens et va se réfugier à Tunis. Alors, j'insiste là-dessus. On rencontre très souvent l'affirmation que les Israéliens ont chassé l'OLP du Liban en 1982. Les Israéliens ont chassé l'OLP et Arafat de Beyrouth, et du sud du Liban et de Beyrouth en 1982. Mais ceux qui finalement ont chassé l'OLP du Liban, ce sont les Syriens en 1983. C'est intéressant pour comprendre la position des Palestiniens par rapport aux autres gouvernements arabes. Alors, il reste un grand nombre de Palestiniens au Liban, mais ils cessent, à partir de 1983, d'être un facteur important des conflits dans le pays. Les Palestiniens ont été d'une certaine façon l'élément déclencheur au début des années 70 de la guerre civile libanaise. Ils ont été un participant important au combat de la guerre civile jusqu'en 82. Après 83, la guerre civile va continuer au Liban, mais les Palestiniens ne sont plus un facteur important. L'OLP se replie sur Tunis. Tunis est à ce moment-là le siège de la Ligue arabe, pas la Ligue arabe qui a quitté le Caire à cause du traité de paix entre Israël et l'Égypte. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Donc, pour faire de la diplomatie, pour les dirigeants palestiniens, Tunis, c'est très très bien. Pour organiser la lutte armée contre Israël, ce qu'ils pouvaient faire à partir du Liban, c'est beaucoup plus difficile à faire à partir de Tunis. Et au cours des années 80, la politique de l'OLP va s'orienter dans une direction beaucoup plus diplomatique, parce qu'elle a perdu finalement l'essentiel de ses moyens d'action violente contre Israël. Action violente qui pouvait être menée tant que l'OLP était implanté et avait une liberté d'action au Liban. Je reviendrai dans un chapitre ultérieur de ce cours sur l'évolution de l'OLP dans cette période et les conséquences que ça a eu pour le conflit israélo-palestinien qui continue évidemment après l'intervention israélienne au Liban en 1982. Et la guerre civile entre Libanais n'est pas finie. Les affrontements entre milices libanaises reprennent dans les zones évacuées par les Israéliens, notamment dans le Chouf. Le Chouf, c'est une petite région montagneuse au sud-est de Beyrouth, plus à l'est qu'au sud. Cette région est peuplée principalement de Druzes, avec aussi une minorité chrétienne assez importante, et presque certainement des membres aussi d'autres, comme des musulmans, enfin des membres d'autres communautés libanaises. Mais les deux communautés importantes, ce sont les Druzes, qui sont les plus nombreux dans le Chouf, et les chrétiens. Alors, au moment de l'occupation israélienne, qui avance jusqu'à Beyrouth en juillet 1982,
les Israéliens ont autorisé les forces libanaises de Bachar Gemayel, qui sont leurs alliés, au moins au début de l'opération, ils les ont autorisés à venir s'établir dans le Chouf. Donc le Chouf, occupé par les Israéliens, va être occupé aussi par ces milices nationalistes libanaises, donc constituées essentiellement de chrétiens. Dans cette situation, il s'est passé quelque chose d'intéressant du point de vue de la sociologie de l'armée israélienne et du point de vue des structures de solidarité communautaire au Moyen-Orient. Je vous ai déjà dit qu'il y a dans l'armée israélienne des druzes, y compris des officiers de l'armée israélienne qui sont druzes. Et l'armée israélienne occupant le Chouf a fort logiquement demandé à des officiers druzes de l'armée israélienne d'établir des contacts avec les notables ou les dirigeants druzes de cette région pour établir des relations de cohabitation pas trop désagréables avec la population druze. Donc il y a deux politiques israéliennes. Pas dans le Chouf, il y a la politique du gouvernement, des dirigeants de l'armée, qui est de favoriser le contrôle du Chouf par les milices chrétiennes des forces libanaises. Et il y a sur le terrain un comportement des militaires qui est de favoriser les bonnes relations avec les druzes. Et ces officiers druzes de l'armée israélienne, ils vont immédiatement aider les druzes à former, à entraîner des milices pour assurer leur propre sécurité. Ils vont probablement les aider à s'armer. Ce qui fait que quand l'armée israélienne se retire de cette région, s'éloignant de Beyrouth pour se déplacer vers le sud, les milices druzes du Chouf sont capables d'expulser les milices chrétiennes nationalistes libanaises qui étaient venues là au mois de juillet, et dont ils considéraient qu'ils n'en avaient pas besoin vraiment, et en même temps qu'ils expulsent les milices chrétiennes, ils vont expulser la population civile chrétienne de cette région. En 1983, la situation dans le Chouf est passablement violente, avec des populations chrétiennes qui sont chassées par les milices druzes qui sont en train de reprendre le contrôle de ce territoire après le départ de l'occupation israélienne. On a donc un phénomène de nettoyage ethnique anti-chrétien dans le Chouf en 1983. Et ce qui me donne l'occasion de faire une précision sur l'importance et la spécificité des nettoyages ethniques dans la guerre civile du Liban. Il y a dans cette guerre plusieurs épisodes de nettoyage ethnique, qui est une notion que nous connaissons bien, que nous avons rencontrée à répétition déjà dans ce cours, qui est typique de cette région du monde. Les massacres de Sabra et Shatila, en septembre 1982, ça ne s'explique pas par la brutalité naturelle et irrépressible des miliciens chrétiens libanais. C'est pas du tout ça l'explication. L'explication, c'est la tentative de faire fuir les Palestiniens qui vivent à proximité immédiate de Beyrouth, parce que la présence de cette population civile, la présence de ces camps, qui sont des bases pour les hommes armés de l'OLP, ces camps qui ont joué un rôle, notamment en 1975-1976, au début de la guerre civile, les camps palestiniens sont des points d'appui pour les forces palestiniennes et musulmanes qui combattent contre les chrétiens et qui combattent contre les Syriens. D'ailleurs, l'armée syrienne va combattre aussi contre ces camps. Donc, profiter de la situation de la fin de l'été 1982, de la présence de l'armée israélienne, pour provoquer un exode des Palestiniens qui vivent à proximité de la ville de Beyrouth, ça a tout à fait un sens dans un calcul stratégique des miliciens nationalistes libanais.
les explications qu'on donne toujours de ce genre de situation par la colère, la brutalité, etc. Ces explications sont toujours très partielles, sinon complètement fausses. Le nettoyage ethnique, c'est une mesure politique tout à fait délibérée, qui correspond à un projet politique. Politique ou stratégique. Alors, dans le Chouf, en 1983, on a un autre épisode de nettoyage ethnique. Cette fois, ce sont les chrétiens qui en sont victimes. Et dans les Sabra et Shatila, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait fuir les réfugiés, puisque les soldats italiens sont venus les protéger. J'ai fait allusion à la fin de la leçon, la leçon précédente. Or, ce qu'on observe dans le Chouf qui est intéressant, c'est que après 1991, quand la situation de guerre civile s'apaise presque complètement au Liban, beaucoup des chrétiens du Chouf qui avaient été chassés en 83 vont pouvoir revenir dans cette région du monde. Avec la fin de la guerre civile, les populations, les différentes communautés qui avaient eu tendance à se séparer pendant la guerre vont se mélanger de nouveau. Ce qui permet de penser que le nettoyage ethnique, les phénomènes de nettoyage ethnique de la guerre du Liban ne correspondent pas à la même réalité politique que les nettoyages ethniques que nous avons déjà rencontrés en Grèce dans les années 1820, en Macédoine en 1912, en Anatolie orientale contre les Arméniens en 1915, ou en Palestine contre les Palestiniens en 1948. Où vous avez des nettoyages ethniques dans lesquels on chasse des gens, on n'a pas du tout l'intention de les laisser revenir, parce que le but politique du nettoyage ethnique est de créer un État aussi homogène que possible au point de vue national ou ethnique ou religieux, ça dépend comment la nation est définie dans ces différentes situations politiques. Dans le cas du Liban, il ne semble pas que ça correspondait à la volonté de créer un État homogène, dans aucun des cas de nettoyage ethnique. Il s'agissait de faire fuir des gens qui étaient un problème stratégique à ce moment-là pour le déroulement de la guerre. Et les populations libanaises, même dans la guerre civile, gardent une certaine capacité de cohabitation entre elles, pas plus que dans les exemples précédents que j'ai nommés, et y compris plus que ce qui va se passer en Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1995. Pas les populations qui ont été séparées en Bosnie-Herzégovine pendant cette guerre, beaucoup d'entre elles ne sont toujours pas rentrées chez elles, continuent à être séparées jusqu'à aujourd'hui. Alors que, avec la fin de la guerre civile, les populations du Liban, où les communautés étaient mélangées territorialement, elles se séparent pour assurer la sécurité de leurs membres pendant la guerre. Mais à partir du moment où la menace de violence diminue, les populations vont se mélanger de nouveau. Il y a un savoir-faire de la cohabitation intercommunautaire au Liban qui est assez remarquable par rapport au reste de la région, qui s'est exprimé par ce système politique confessionnaliste qui pose énormément de problèmes, mais qui a été le moyen de gérer cette cohabitation. La guerre civile, elle menace cette cohabitation très gravement. Elle la rend beaucoup plus difficile, mais elle ne la rend pas, elle ne la supprime pas définitivement. Et je crois que malgré les énormes difficultés politiques du Liban d'aujourd'hui, ça reste vrai jusqu'à aujourd'hui. Il y a une capacité de cohabitation entre les différentes populations du Liban que les politiciens libanais aujourd'hui semblent de moins en moins capables de gérer comme il faut, mais qui continue à exister. Dans le sud du Liban est créée en 1983 une nouvelle organisation politique chiite, le Hezbollah. Les chiites ont été pendant longtemps la communauté musulmane la plus nombreuse et du Liban et la plus faible
politiquement, pas celle de l'influence des maronites, l'influence des sunnites est beaucoup plus grande que l'influence des chiites, même si les chiites sont une communauté plus nombreuse que toutes les autres communautés religieuses au Liban, si on compte séparément les différentes communautés chrétiennes. Dans la guerre civile, à partir de 1975, la communauté chiite commence à s'organiser un peu mieux et un parti politique est créé qui s'appelle Amal, qui est fondé en 1975 et qui devient l'expression politique principale de la communauté chiite. En 1983 se crée le Hezbollah, qui est un mouvement à la fois plus organisé et surtout mieux armé, et qui est créé en réaction à deux phénomènes nouveaux. L'un, c'est l'exemple de l'Iran. En Iran, en 1979, il y a eu la prise du pouvoir par le clergé chiite, pour simplifier. Je reviendrai sur la politique iranienne dans la prochaine leçon, mais dans le prochain chapitre de ce cours, pas dans la prochaine leçon. Et évidemment, la réussite des chiites iraniens à prendre le pouvoir renforce la confiance politique en eux-mêmes de beaucoup de chiites ailleurs dans le monde, y compris au Liban. Et il va y avoir une influence directe des Iraniens sur le Hezbollah pour encourager ou aider, et dans la mesure où ils y arrivent, à faire entrer en contrebande des armes au Liban pour aider le Hezbollah. L'autre élément qui va renforcer le Hezbollah, c'est l'occupation israélienne du sud du Liban, puisque les Israéliens se retirent progressivement vers le sud, mais n'évacuent pas complètement le sud du Liban. Ils ne se retireront définitivement du sud du Liban qu'en 2000. Donc l'occupation israélienne du sud du Liban, elle se poursuit, et le sud du Liban qui est peuplé pas exclusivement, mais principalement de chiites, et le Hezbollah devient l'organisation la plus efficace, à la fois parti politique et milice armée, pour organiser la population chiite dans le sud du pays et aussi jusque dans les banlieues de Beyrouth, où il y a énormément de chiites, y compris de chiites qui se sont réfugiés depuis 1978, pas depuis que les Israéliens interviennent de façon très active dans le sud du Liban. Beaucoup de chiites se sont réfugiés dans certaines banlieues de Beyrouth. C'est dans ce contexte que les États-Unis font une deuxième tentative de stabilisation du Liban. Je vous ai décrit l'intervention américaine, 1958 au Liban. Je dis c'est une réussite d'intervention américaine dans un pays du Moyen-Orient. La deuxième intervention américaine qui a lieu en 1982-83, qui est la conséquence de l'invasion israélienne, de la venue d'une force internationale composée de soldats américains. Alors, les objectifs de cette intervention américaine sont finalement assez comparables à ceux de 1958. Il s'agit de stabiliser le Liban. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus grave. C'est pas que le Liban est beaucoup plus déstabilisé en 1982-83 qu'il l'était en 1958, et surtout, nous allons le voir, je vous ai dit, en 1958, ça a marché, parce qu'il y a eu une solution libanaise. La solution libanaise, c'était l'élection du général Chehab comme président de la République. À la fin de 82 ou 83, les Américains ont un président au Liban, Amin Gemayel, qui veut coopérer avec les Américains, et que les Américains essaient de renforcer, ce qui n'est pas un objectif déraisonnable. Pas que si on veut rétablir un Liban indépendant, un Liban où il y ait moins de violence, il faut renforcer l'État libanais. Les Américains vont encadrer, essayer de reformer une armée libanaise, entraîner des hommes, leur fournir du matériel,
leur apporter un appui militaire. Il y a des bombardements américains par des avions, par des bateaux de guerre qui tirent au canon à partir de la Méditerranée pour essayer d'affaiblir des gens qui s'opposent à cette armée libanaise, pour essayer de renforcer le contrôle d'une armée libanaise qu'on est en train de reformer sur une partie du territoire. Alors, aux yeux des Américains, la réussite suprême de leur intervention, ça serait d'arriver à avoir un traité de paix entre Israël et le Liban. C'est ce que disent certains Israéliens, certains défenseurs des Israéliens en Occident. Vous allez voir, cette guerre, ça va permettre un traité de paix entre Israël et le Liban. Il y a eu un premier traité de paix en 1979 entre Israël et l'Égypte, qui a été obtenu grâce à la médiation d'un président démocrate, Carter. Un président républicain, Reagan, aimerait bien pouvoir dire, lui aussi, moi aussi j'ai été capable d'avoir un traité de paix entre Israël et un pays arabe. Et Amin Gemayel va faire confiance aux Américains. Il va croire que, puisque les Américains lui disent qu'ils le soutiennent, il va arriver à avoir un traité de paix avec Israël. Ce traité de paix, il va échouer et nous pouvons comprendre tout de suite pourquoi il n'était pas possible. Sadat et le gouvernement égyptien ont pu faire un traité de paix avec Israël parce que il était en position de force, il était en position stable à l'intérieur de l'Égypte. Il n'y a pas de contestation importante du régime politique en Égypte. Et le résultat de la guerre de 1973, qui est une demi-défaite, donc une demi-victoire pour un pays arabe face à Israël, Sadat n'est pas en position de suppliant face aux Israéliens. Il n'est pas complètement sans ressources. Et il est à peu près sûr de son contrôle sur l'Égypte. C'est pourquoi il peut se permettre de signer un traité de paix qui est désapprouvé partout dans le monde arabe et qui est désapprouvé par une partie de la population de l'Égypte. Il y a des gens en Égypte qui dénoncent ce traité de paix. Mais le régime égyptien est suffisamment stable pour violer ce qui était le principe traditionnel de la politique arabe, c'est-à-dire que c'est interdit de faire une entente avec les Israéliens. Ce pauvre Amin Gemayel au Liban, il n'était évidemment pas dans la même position, il ne contrôle qu'une toute petite partie du Liban. Les gens qui lui sont opposés sont au Liban beaucoup plus nombreux que ceux qui le soutiennent. Sa position par rapport aux autres pays arabes, et notamment face à la Syrie, dont l'armée est encore sur la moitié du territoire du Liban, sa position, elle est beaucoup plus faible. Donc, évidemment, les dirigeants américains auraient dû comprendre qu'il faut stabiliser le Liban, ça c'est une bonne idée, et lorsque le Liban sera stabilisé, peut-être qu'il pourra faire un traité de paix avec Israël et que ça aussi, ça serait une bonne idée, mais que vouloir faire signer un traité de paix avec Israël à un gouvernement libanais qui n'est pas du tout stabilisé, que ça ne peut que le déstabiliser davantage. Pas que c'est évidemment quelque chose qui ne peut pas marcher. Alors, ce traité de paix, il est négocié en détail entre les dirigeants libanais et les dirigeants israélien. Et lorsqu'il est prêt à être signé, Amin Gemayel, qui se rend bien compte qu'il ne peut pas signer un traité de paix avec Israël, malgré la désapprobation de la Syrie, qui a encore des forces armées importantes sur son territoire, et que, Amin Gemayel, s'il a des objectifs politiques qui sont beaucoup moins clairs que ceux de son frère Bachir, presque certainement, lui aussi, il ne cherche pas à se couper définitivement du monde arabe. Il ne cherche pas à créer un petit État chrétien là, qui n'aurait
qui ne pourrait survivre qu'avec le soutien des Israéliens et des Américains. Il espère avoir un jour un État libanais qui fonctionne vraiment d'une façon convenable dans ses relations avec les autres États arabes. Donc, lorsque le traité est prêt à être signé, Amin Gemayel le montre à Assad, le président syrien, et lui demande s'il est d'accord. Et évidemment, Assad répond qu'il n'est pas d'accord. Le but de Assad, c'est pas que le Liban puisse faire la paix avec Israël. Le but de Assad, c'est de garder sa position prééminente au Liban et même de rétablir un contrôle beaucoup plus important. L'influence syrienne a diminué en conséquence de l'intervention israélienne. Il espère bien arriver à reconstruire la position dominante au Liban qu'il avait avant l'intervention israélienne en 1982. Et donc Assad explique à Amin Gemayel ou à ses porte-paroles, ses intermédiaires, que le traité de paix avec Israël, ça serait une trahison de la nation arabe et qu'il est impossible que le Liban accepte ce traité de paix. Et donc le traité de paix n'est pas signé. Le traité de paix échoue et du coup, l'enjeu de l'intervention américaine au Liban, pas cette intervention américaine dont l'enjeu aurait dû être aider à stabiliser le Liban, dont l'enjeu est devenu essayer d'avoir un traité de paix entre le Liban et Israël, l'échec du traité de paix prive l'intervention américaine d'une partie de sa justification, et en octobre 1983, un attentat très grave a lieu contre des soldats américains à Beyrouth, n'est-ce pas, un camion d'explosifs conduit par un conducteur suicide pénètre dans des installations proches de l'aéroport de Beyrouth, saute en détruisant un bâtiment dans lequel étaient logés plusieurs centaines de soldats américains et plusieurs centaines de morts dans l'armée américaine, donc en octobre 1983. Cet attentat va être attribué au Hezbollah, qui est en train de se créer à ce moment-là, ce qui n'est une accusation probablement juste. Ce qui est moins juste, c'est de caractériser ça d'attentat terroriste. Et le Hezbollah va être mis sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis. Il l'est toujours jusqu'à aujourd'hui, avec perpétuellement une polémique entre beaucoup de Libanais, même non chiites ou même non membres du Hezbollah, qui essaient désespérément d'expliquer aux Américains que le Hezbollah est un des grands partis politiques de la vie politique libanaise, qui représente une fraction très importante de la population libanaise, et qu'on ne peut pas ignorer l'existence de ce parti en disant c'est une organisation terroriste, on ne veut pas parler avec ces gens-là. Ça crée un problème politique dans les relations des Libanais avec le reste du monde, peut-être dans les relations des Libanais entre eux. Et ça se discute même du point de vue de l'exactitude de la qualification. Ces soldats américains au Liban, ils remplissent une fonction que je ne désapprouve pas du tout, mais ils sont, aux yeux de beaucoup de Libanais, ils sont une force d'occupation étrangère sur leur territoire. Et les gens qui sont visés par cet attentat, ce sont des soldats, qui sont des soldats d'occupation. La qualification de terrorisme pour caractériser l'attentat d'un combattant libanais contre des soldats américains basés au Liban, c'est très excessif. Je serais tenté de dire que le terrorisme est un mot qui nuit au débat politique. Je vous ai déjà dit ça à propos du mot génocide. Bon, les deux mots n'ont pas de rapport entre eux, mais ils ont le même type d'effet sur le débat public. Tel événement, est-ce que c'est un génocide, est-ce que c'est pas un génocide? Et le débat se met à tourner autour de l'utilisation d'un mot. Et le terrorisme fait le même effet. On caractérise une action comme terroriste ou pas. Je trouve que pour l'attentat
contre des soldats américains en octobre 83. La qualification de terroriste pour qualifier cette action est fausse. Ensuite, qualifier l'organisation qui est tenue pour être la responsabilité dans cet attentat comme terroriste aussi, pas le terrorisme, l'adjectif devrait être réservé à des actes. Les gens ne sont pas par essence des terroristes. La classification de certaines organisations comme terroristes et d'autres qui ne le sont pas, etc., c'est toujours quelque chose qui complique, qui complique le débat politique, qui obscurcit l'analyse des situations. Donc, le Hezbollah a été classé comme une organisation terroriste depuis 1983 à cause de cet événement. Peut-être que la classification a été faite après 1983, mais à cause de l'attentat d'octobre 1983. En même temps, le président américain Reagan va faire preuve d'une certaine sagesse dans cette affaire. Il décide le retrait des troupes américaines du Liban et il va, dissimuler l'échec de façon très élégante. Il va faire un discours dans lequel il déclare la mission des soldats américains au Liban est remplie. Elle est terminée. Et on peut retirer les soldats américains du Liban. C'était une décision très sage, et c'était même assez habile de le présenter comme ça. La mission, elle n'a pas du tout été remplie, mais il était devenu évident qu'elle ne pouvait pas l'être, et que donc, c'était aussi bien de retirer les soldats américains qui étaient au Liban. Ce qui fait que finalement, à partir de la fin de 1983 ou 1984, il est clair que c'est la position syrienne au Liban qui est redevenue dominante et qui l'est plus que jamais. Parce que les Américains se sont retirés, les Israéliens sont en train de se replier dans le sud et leur présence dans le sud du Liban va continuer à poser des problèmes, mais leur présence dans le sud du Liban n'empêche pas la position prééminente des Syriens partout ailleurs, et surtout le camp chrétien des forces libanaises qui, avant l'intervention israélienne de 1982, représentait une capacité de résistance importante au Liban par rapport à l'occupation syrienne. Il y avait là une zone que les Syriens ne pénétraient pas du tout et qui représentait une force militaire assez importante. Les Israéliens vont cesser de s'intéresser vraiment à ces gens-là et de les aider. Les forces libanaises ne vont jamais retrouver un chef aussi efficace et qui a un projet politique aussi bien défini que l'était Bachir Gemayel. Donc en fait, les Syriens sont dominants au Liban plus que jamais à partir de 1984. Les Israéliens reviennent à une vision minimaliste de leurs objectifs au Liban. Il y a des élections en Israël en juillet 84. À la suite de cela, le Likoud, dirigé par Shamir, et les travaillistes, dirigés par Shimon Peres, vont arriver presque à égalité et vont faire une coalition ensemble, avec une alternance de pouvoir. Shimon Peres est Shimon Peres, chef du Parti travailliste, devient Premier ministre de 84 à 86, avec le Likoud qui le soutient, et de 86 à 88, Shamir devient Premier ministre, ou redevient Premier ministre en Israël. Il l'était avant juillet 84, avec le soutien des travaillistes. Et ce gouvernement, surtout sur la période où Shimon Peres est président, l'évacuation partielle du Liban est achevée en juin 85 par l'armée israélienne qui se contente de garder le contrôle de la zone qu'elle contrôlait dans le sud avant la guerre de 82, peut-être agrandie un tout petit peu, avec une milice de combattants libanais dont je vous ai déjà parlé, qui sont financés, armés, entretenus par les Israéliens pour les aider à contrôler
à contrôler ce territoire. Il va continuer à y avoir des affrontements au Liban entre des soldats israéliens et des combattants, de moins en moins des Palestiniens et de plus en plus des Libanais du Hezbollah. Avant 1982, les problèmes qu'avaient les Israéliens dans le sud du Liban, c'était avec des combattants palestiniens. Maintenant, ça va être avec des combattants libanais du Hezbollah, qui deviennent la principale force de résistance à l'occupation israélienne dans le sud. Entre 1985 et 2000, où les Israéliens se retirent définitivement du Liban, enfin pas définitivement, se retirent complètement, ça ne sera pas définitif, nous le verrons, les Israéliens ont eu presque tous les morts de l'armée israélienne, presque tous les morts au combat de l'armée israélienne ont été au Liban. Le Liban est devenu la principale source d'insécurité pour Israël, et très largement parce que le gouvernement israélien a, depuis 1968-69, cherché à intervenir de plus en plus au Liban. Les Israéliens se sont créés un problème de sécurité au Liban. Il n'était pas inévitable, même après la guerre de 1967, que le Liban soit un problème d'insécurité si grave pour les Israéliens. Les affrontements continuent au Liban de façon sporadique, et en 1989, une résistance va s'organiser contre la présence syrienne dans la zone contrôlée par des milices chrétiennes à Beyrouth et au nord, à l'est et au nord de Beyrouth. Le déclencheur de ça, c'est la fin du mandat présidentiel d'Amin Gemayel. Amin Gemayel, qui n'est pas arrivé à grand-chose comme président du Liban, son mandat se termine au bout de 6 ans, donc le 22 septembre 1988. Le Parlement libanais, c'est toujours le Parlement élu en 1972 qui est en place. Il y a des membres qui sont partis, il y a ceux qui sont morts, mais c'est un Parlement résiduel. C'est eux qui ont élu Sarkis en 1976. C'est eux qui ont élu Bachir et Amin Gemayel, président du Liban, en 1982. C'est eux qui doivent élire un successeur à Amin Gemayel en 1988. Le Parlement n'est pas capable de trouver un candidat convenable, et Amin ne veut pas rester président, alors il démissionne après avoir nommé Premier ministre un général du nom de Michel Aoun, qui était le chef de l'armée. Donc le chef de l'armée devient Premier ministre, et en tant que Premier ministre, il assure l'intérim du président tant que le président n'a pas de successeur. Donc le Liban se retrouve dans une situation tout à fait curieuse où Aoun, qui est maronite puisqu'il est chef de l'armée, comme Amin Gemayel, devient Premier ministre, ce qui est normalement un poste réservé à un sunnite. Et il devient Premier ministre sans avoir du tout de majorité dans le Parlement. Et il exerce en plus l'intérim du président, une espèce de concentration du pouvoir apparent là, entre les mains de cet homme. Presque tous les politiciens libanais dénoncent cet arrangement comme complètement inacceptable. Et en mars 89, Aoun, donc théoriquement chef de l'armée, théoriquement Premier ministre et théoriquement président intérimaire, lance ce qu'il appelle sa guerre de libération contre l'occupation syrienne. C'est-à-dire, dans une partie du réduit chrétien nationaliste libanais de l'est de Beyrouth, avec certains miliciens chrétiens qui le suivent, avec peut-être certaines unités de l'armée libanaise minuscule dont il est théoriquement le chef, il annonce qu'il entreprend la lutte pour libérer le Liban de l'occupation syrienne. Il reste enfermé dans la zone qu'il occupe à cet endroit-là.
en même temps a lieu une intervention diplomatique des pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite, qui vont aboutir à une conférence qui a lieu à Taïf. Taïf, c'est une agglomération dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, où en octobre 1989, les principaux dirigeants des milices libanaises, mais bien sûr le général Aoun n'est pas là, il est dans sa dissidence à Beyrouth, des différents partis, des communautés, différents dirigeants des communautés libanaises se réunissent et conviennent d'accords qui sont destinés à mettre fin à la guerre civile. Ils ne vont pas y mettre fin tout de suite, mais ils vont finir par y arriver dans une certaine mesure. Alors, les accords de Taïf sont intéressants parce qu'ils commencent par la proclamation qu'il faut mettre fin au confessionnalisme. Que le but est que le confessionnalisme prenne fin et qu'on puisse organiser des élections sans avoir à tenir compte de la religion des candidats et des choses comme ça. Et en même temps, que pour l'instant, on ne peut pas le faire. Hein, que la réconciliation entre les différentes communautés libanaises suppose qu'on continue à appliquer provisoirement un confessionnalisme, mais les dirigeants des sociétés, des groupes qui maintiennent le confessionnalisme déclarent que le but final doit être d'y mettre fin. Et on modifie les règles du confessionnalisme, au moins sur 2 points importants. On augmente le nombre de députés dans le Parlement, qui passe donc de 99 à 128, et dans les anciennes règles, il y avait 54 chrétiens et 45 musulmans, je vous l'ai déjà dit, dans le Parlement. Là maintenant, il va y en avoir 69 et 69. Le Parlement va être partagé à égalité entre les chrétiens et les musulmans, ce qui continue à surreprésenter les chrétiens, mais moins qu'avec l'arrangement précédent. Ensuite, on modifie la répartition des pouvoirs entre le président, qui reste maronite, on n'y peut rien, et le Premier ministre, qui reste sunnite, on n'y peut rien. Les Libanais ne savent pas comment se réconcilier entre eux sans continuer à respecter une certaine forme de confessionnalisme. On peut modifier les règles du confessionnalisme, on ne peut pas le supprimer complètement. Il y a toujours au Liban aujourd'hui énormément de gens qui disent qu'il faut mettre fin au confessionnalisme, c'est ce qui paralyse l'État libanais. Je ne sais pas s'ils y arriveront ou s'ils seront obligés de nouveau de réformer le confessionnalisme sans pouvoir l'abandonner complètement. Parce que finalement, avant la guerre civile, le confessionnalisme libanais, je vous l'ai dit au début de la leçon précédente, le confessionnalisme libanais avait beaucoup d'avantages pour les Libanais par rapport à la façon dont ça se passait dans les pays voisins. Je ne sais pas du tout comment les Libanais d'aujourd'hui arriveront à se sortir de cette difficulté-là. Il vaudrait mieux être capable de mettre fin au confessionnalisme, mais peut-on le faire d'une façon qui soit acceptable pour ces différentes communautés qui continuent à exister, qui continueraient à exister même si elles n'étaient plus reconnues officiellement dans les structures de l'État. Alors, ces accords de Taïf ne seront vraiment appliqués qu'en 1992. De 1989 à 1992, l'État central libanais reste extrêmement faible. Il y a l'élection d'un président en 1989. Ce président élu par toujours ce Parlement survivant, élu en 1972, ce président qui est élu parce qu'il a la réputation d'être acceptable pour les Syriens. On ne peut rien faire ouvertement contre la Syrie au Liban à ce moment-là. Ce président est élu le 5 novembre 89. Il est assassiné le 22 novembre de la même année. Semble-t-il de nouveau parce qu'il était pro-syrien mais pas suffisamment, que les Syriens voulaient un président
plus soumis. Les Libanais accusent très souvent les Syriens d'être soit ceux qui ont fait l'attentat, soit ceux qui ont téléguidé des Libanais qui ont fait l'attentat. Et très souvent, c'est probablement le cas. Je ne peux pas garantir que ça soit toujours l'œuvre, quelque chose qui a été décidé par les dirigeants syriens. Un autre président est élu le 24 novembre par la même assemblée avec le même souci d'essayer d'avoir un président soumis à la Syrie. Ce président, en théorie, au pouvoir pour 6 ans, va le rester jusqu'en 95. En 95, son mandat va être prolongé de 3 ans parce qu'on ne sait pas où trouver quelqu'un pour le remplacer. En janvier 90, les milices, une partie des forces libanaises qui sont opposées à Aoun. Aoun continue à contrôler une partie de la zone chrétienne, pas à Beyrouth et dans le centre nord du Liban. Et une partie des forces libanaises s'oppose à Aoun. Leur chef déclare qu'il accepte la légitimité de l'État, du gouvernement, téléguidé par les Syriens, qui est un protectorat syrien à ce moment-là, et que donc la guerre de résistance à la Syrie de Aoun est devenue une absurdité. Donc il y a des combats entre chrétiens libanais en janvier 1990. Une partie de la situation va se débloquer en 1990 en conséquence de l'invasion du Koweït par l'Irak et la guerre qui va être faite contre l'Irak en 1991. C'est quelque chose dont je parlerai dans le prochain chapitre. Aoun était armé en partie par les Irakiens. On n'avait pas besoin de lui livrer grand-chose, il ne consommait pas beaucoup d'armes. L'Irak avait été en guerre contre l'Iran et la Syrie avait pris le parti de l'Iran dans cette guerre. Et le gouvernement irakien cherche à faire tout ce qu'il peut pour nuire à la Syrie. Et comme Aoun se présente comme le leader des Libanais qui veulent libérer leur pays de la Syrie, l'Irak était une des sources d'armement, peut-être pas la seule, de Aoun et de ses partisans à Beyrouth. La Syrie, en 1990, se joint à la coalition contre l'Irak. Les Américains vont créer une coalition à la demande des Saoudiens pour faire menacer militairement l'Irak d'abord, puis faire la guerre à l'Irak. À l'hiver 1991, presque tous les pays arabes se sont joints à cette coalition anti-irakienne, y compris la Syrie. Et du coup, la Syrie, qui était très isolée dans le monde arabe jusque-là, devient fréquentable pour les Égyptiens, pour les Saoudiens, et pour les pays occidentaux. Et les deux pays occidentaux qui exerçaient une espèce de protectorat sur Aoun, qui pensaient qu'il faut essayer de faire en sorte que les chrétiens libanais ne soient pas trop victimes des autres. Les Français et les Américains vont autoriser les Syriens à mettre fin à la dissidence ou à la résistance de Aoun. On peut appeler ça comme on veut. Donc, Aoun est exfiltré du Liban, il va être réfugié en France, il va vivre réfugié en France pendant plusieurs années, et les Syriens prennent le contrôle de la zone de Beyrouth qui était occupée par Aoun. Et donc, une résistance armée à la présence syrienne est à peu près totalement terminée à partir d'octobre 1990, et c'est généralement la date que l'on retient pour la fin
de la guerre civile, de la grande guerre civile libanaise. La date de début, c'est 1975, mais je vous ai expliqué pourquoi c'était déjà commencé avant. C'est théoriquement terminé en octobre 1990, mais ça ne sera pas complètement terminé. Il continuera à y avoir beaucoup de difficultés ensuite. Mais ce sont les dates les plus simples à retenir, pas pour cette durée de guerre civile qui a donc duré une quinzaine d'années et qui a fait, d'après un calcul fait par la Croix-Rouge libanaise, je crois, dans ma mémoire, un calcul qui est assez plausible, qui est assez fiable, que cette guerre aurait fait au total 150 000 morts au Liban, dans un pays qui avait 3,5 millions d'habitants au début de la guerre. Donc c'est une affaire très très grave, pas la guerre du Liban. C'est aussi une affaire intéressante à étudier et à comprendre, pour comprendre les problèmes politiques de cette région du monde. Le Liban est un résumé des conflits politiques de cette région, de ces conflits quand ils ne deviennent pas violents et de la façon dont ça se passe quand les conflits deviennent violents. Alors, la double occupation syrienne et israélienne ne prend pas fin en 1990, et les accords de Taïf, à partir du moment où ils sont appliqués à partir de 1990, supposent le désarmement des milices. Les différentes milices libanaises doivent être désarmées, puisqu'il n'y a plus de guerre civile. Il y a de nouveau, on va reconstituer une armée libanaise toute petite, et il y a ces forces armées syriennes qui occupent la majeure partie du pays, et une force armée israélienne qui continue à contrôler une zone beaucoup plus petite dans le sud. Les accords qui mettent fin à l'armement des différentes milices. Les différentes milices acceptent d'être désarmées. Elles l'ont accepté, semble-t-il. Certaines d'entre elles ont dû garder des armes cachées à certains endroits par mesure de sécurité. Une des milices du Liban va garder officiellement le droit d'être armé, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah va utiliser l'argument qu'il n'est pas une milice dans la guerre civile libanaise, il est un mouvement de résistance contre l'occupation israélienne dans le sud, et que, à ce titre, il a le droit de garder un armement. Et donc, dans le Liban des années 1995-2000, il y a une petite armée libanaise, une force armée du Hezbollah dont la capacité de combat est sans doute supérieure à celle de l'armée libanaise. Il y a une armée syrienne qui continue à occuper la majeure partie du territoire et qui est beaucoup plus puissante que soit l'armée libanaise, soit le Hezbollah. Et puis il y a l'armée israélienne dans le sud et la milice contrôlée par la milice libanaise, contrôlée par les Israéliens. Et le Hezbollah se retrouve le parti politique le plus puissant du Liban à cause de cette situation-là. Il y a un changement de rapport de force qui se fait à cette époque. Les chiites étaient, avant 1975, la communauté religieuse à la fois la plus nombreuse et politiquement une des plus faibles. Enfin, la plus faible des grandes communautés. Pas les grandes communautés, ce sont les sunnites, les maronites et les chiites. La plus nombreuse, ce sont les chiites. Et la plus faible politiquement, ce sont les chiites. À partir des années 1990, le Hezbollah devient le parti le plus puissant au Liban, le parti libanais le plus puissant au Liban. Dans ce contexte ont lieu des élections parlementaires en 1992
qui applique le nouveau système, donc pour faire une assemblée de 128 membres, répartis également entre les musulmans et les chrétiens. C'est donc la première élection parlementaire qui ait lieu depuis 1972. Pas le Parlement, le Liban est resté pendant 20 ans sans avoir des élections. Beaucoup de Libanais contestent la façon dont les Syriens ont influencé beaucoup ces élections. L'armée syrienne est présente sur la majeure partie du territoire, donc la possibilité soit de corrompre, soit d'intimider les gens sur qui peut être candidat ou pas, etc., est évidemment, leur capacité est vraiment très importante. En 1992, un leader politique sunnite libanais qui apparaît dans la vie politique libanaise à ce moment-là, il s'appelle Rafik Hariri. Hariri a vécu pendant longtemps en Arabie Saoudite. Il est devenu extrêmement riche, probablement milliardaire en dollars, par son activité économique en Arabie Saoudite. Et il revient au Liban pour jouer un rôle politique et il devient Premier ministre en 1992. Il le restera jusqu'en décembre 1998, puis de nouveau à partir de septembre 2000 jusqu'en octobre 2004. Hariri est très important dans la politique. D'abord, il redonne un leadership efficace à la communauté musulmane sunnite, qui était celle qui avait été le plus affaiblie par la guerre civile. Les Druzes ont encore un leadership un petit peu sérieux. Les chrétiens ont eu un leadership sérieux avec Bachir Gemayel, même peut-être avec Aoun en 1989-90. Les sunnites sont extrêmement démoralisés, extrêmement peu organisés militairement. La paix étant revenue, et cet homme Hariri devenant Premier ministre et organisant la reconstruction du Liban, notamment la reconstruction de la ville de Beyrouth. Tout le centre de Beyrouth avait été une ligne de front pendant des années dans laquelle on se battait régulièrement et où énormément de choses avaient été détruites. Beyrouth va être reconstruite par essentiellement les décisions du gouvernement d'Hariri, une partie de son argent qui va être utilisée à cela. Donc une certaine forme de reconstruction économique du Liban va être réalisée par lui et un certain renforcement d'une communauté sunnite libanaise qui va essayer de jouer un rôle dans la période suivante. Le Liban reste occupé par la Syrie, qui est dominante dans la politique libanaise, et le Sud reste occupé par les Israéliens. Tout ça va changer en 2000. Après 2000, il va y avoir d'abord l'évacuation de la zone contrôlée dans le Sud par les Israéliens. Il y aura plus tard, en 2006, l'évacuation de toute l'armée syrienne du Liban. Il y aura de nouveau une guerre au Liban. Non, c'est 2005 le retrait des Syriens du Liban. C'est 2006 une nouvelle attaque israélienne contre le Liban. Les difficultés du Liban, les conflits internes au Liban et les interventions étrangères au Liban ne sont pas terminées. Ce sera l'objet de ma prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.